Le gouvernement ivoirien va organiser un audit pour faire la lumière sur les déchets toxiques. C'est l'une des décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a pris officiellement fonction aujourd'hui. Le nouveau président malien a prêté serment devant la Cour suprême. Il a reçu les clés de la présidence des mains du président par intérim, Dioncounda Traoré, pour un mandat de 5 ans. La SOTRA rappelle 80 anciens machinistes. Ces derniers mis en chômage technique viennent d'être rappelés par l'entreprise qui veut renforcer ses capacités opérationnelles. Et la traque au taxi banalisé a commencé. C'est une décision du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport. L'opération a démarré ce matin dans le district d'Abidjan. La police a fait des saisies de véhicules. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres aujourd'hui. Parmi les sujets évoqués, les déchets toxiques. Le gouvernement a décidé d'organiser un audit pour faire la lumière sur ce dossier des déchets toxiques. On fait le point avec Jérôme Kofi-Aboulin. Une reprise de service, c'est bien le cas de le dire à ce Conseil des ministres ce mercredi 4 septembre 2013. Cela après un congé de quelques semaines bien mérité pour les membres du gouvernement ainsi que le président de la République, Alassane Ouattara. L'ambiance aux retrouvailles, mais rendez-vous aussi au travail. Une des préoccupations à cette session de rentrée, pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, a été la question des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Le gouvernement, selon son porte-parole, a décidé de relancer le dossier à travers un audit. Cela va permettre de vérifier l'évolution du niveau de pollution entre ce qu'il a été au début et ce qu'il est aujourd'hui. Cela va permettre également d'apprécier les actions de dépollution qui ont été mises en œuvre et cela va permettre d'évaluer l'impact résiduel au plan de la santé des populations. Juste pour dire que ce dossier n'est pas clos au niveau du gouvernement. Il s'agit d'aller plus loin et de s'assurer que les populations, en particulier celles qui vivent autour des sites à l'époque contaminés, que ces populations ne courent plus de risques. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, pour rendre effective cette rentrée, a indiqué que beaucoup restait à faire en dépit des résultats satisfaisants. Il s'agit pour nous de maintenir le cap de la rigueur et des efforts à faire pour atteindre notre objectif de croissance qui est de 9% en 2013 et de 10% en moyenne sur la période 2014-2015. Dans cette tâche, tous les membres du gouvernement ont pleinement conscience de leurs responsabilités et de leur obligation de résultat. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort à la fois pour innover dans la recherche de solutions et pour tenir le rythme qu'impose l'urgence et la complexité des problèmes à régler dans les différents domaines de la vie de notre nation. Pour le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, il s'agit surtout d'amplifier les acquis en vue de la consolidation de l'état de droit, la réconciliation ainsi que la paix. Toutes choses devant permettre, selon lui, de satisfaire le quotidien des populations. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a pris officiellement fonction aujourd'hui. Le nouveau président malien a prêté serment pour 5 ans devant la Cour suprême malienne. Il a reçu les clés de la présidence du Mali des mains du président par intérim, Dioncounda Traoré. C'est à la télévision nationale que les 15 millions de Maliens ont suivi en direct ce grand moment de l'histoire de leur pays. Devant la Cour suprême, réunie pour la circonstance au Centre international de conférence de Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Après avoir reçu les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta devient officiellement le président de la République.
Dans son discours d'investiture, Ibeka exprime son indignation à la suite des inondations qui ont fait il y a quelques jours à Bamako une trentaine de morts. L'occasion d'annoncer sa première grande décision. Une enquête approfondie devra établir, sans tarder, toutes les responsabilités à l'origine de cette tragédie. Il en sera désormais ici, il en sera désormais ainsi en République du Mali. Un peu plus tôt dans la matinée de ce mercredi, Ibrahim Boubacar Keïta avait reçu symboliquement des mains du président de la transition Dione Kounda Traoré les clés du palais de Koulouba, le palais dont il devient le locataire pour les 5 années à venir. Et la tâche qui attend Ibrahim Boubacar Keïta est immense: réconciliation nationale, reconstruction de l'armée ou encore relance de l'économie dans un pays meurtri par 18 mois de crise politico-militaire. Mais le nouveau président entend relever tous ces défis avec l'ensemble des Maliens. On en parle avec Laurent Banga. Le nouveau locataire du palais de Koulouba, Ibrahim Boubacar Keïta, a du pain sur la planche. Parmi les dossiers les plus urgents, Ibeka doit s'attaquer à l'épineuse question du Nord et le problème des groupes armés Touareg à Kidal. Il va s'agir du désarmement et de l'intégration des rebelles dans l'armée. Le président nouvellement élu doit aussi travailler à la reconstruction d'une armée républicaine. C'est un enjeu majeur pour la reconstruction nationale. La situation actuelle de l'armée malienne est à l'image du pays. Sur le plan humain, le conflit a porté un coup à la cohésion sociale au sein des institutions qui composent le système de défense et de sécurité malien. Le constat est celui d'un Mali avec une armée ruinée, aussi bien sur le plan matériel, moral qu'humain. Le président devra aussi s'atteler à réconcilier les Maliens, un défi majeur après 18 mois de crise qui ont fortement ébranlé le tissu social malien. Autre défi, la reconstruction économique du Mali. Cette économie, qui reste d'ailleurs l'une des plus fragiles au monde, a été davantage touchée par les crises que le Mali a traversées. Plusieurs autres grands dossiers attendent le président malien: la bonne gouvernance, le redressement de l'école et surtout le chômage des jeunes. Au total, le peuple malien attend beaucoup de son président. Mais pour faire face à ces nombreuses préoccupations, Ibeka peut compter sur l'appui de la communauté internationale qui a promis une aide massive de plus de 3,2 milliards d'euros au Mali. Mon premier devoir, dès le 4 septembre, sera dévoué au rassemblement de tous les Maliens et de toutes les Maliennes, sans exclusive aucune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis pour un Mali nouveau. Déclaration donc du nouveau président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu officiellement aujourd'hui les clés de la présidence du Mali pour un mandat de 5 ans. Un mandat dévoué au rassemblement de tous les Maliens. La vision du nouveau président est partagée par l'ensemble de la communauté malienne, notamment celle vivant en Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, l'unification du pays. Les attentes sont nombreuses. Écoutons les réactions des Maliens vivant en Côte d'Ivoire au micro de Kadissou Maoro. Ce n'est pas seulement qu'on l'a pris comme ça, il connaît bien le terrain aussi, parce qu'il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été président de l'Assemblée et maintenant il est président de la République. Donc nous souhaitons quand même que tout ce qu'il a avec tous ces atouts-là, il peut bien diriger le Mali. Il n'y a jamais eu un président qui est élu au Mali avec 77%. C'est la première fois que c'est fait. Ça montre déjà que Ibrahim Keïta a fait la popularité du Mali. Je crois beaucoup à la nouvelle ère pour le Mali. Comme je l'ai dit, avec toutes ces expériences accumulées, c'est l'homme qu'il faut pour le Mali actuellement. Nous sommes satisfaits, mais d'abord on peut remercier la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait un effort pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Grâce à notre président, bon président, M. Alassane Dramane Ouattara. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Mali. La Sotra rappelle 80 anciens machinistes. Ces derniers mis en chômage technique ont été rappelés par l'entreprise. La Société des transports abidjanais, qui se remet d'une crise économique, veut renforcer ses capacités opérationnelles. Sachez que le parc automobile est passé de 90 à 650 autobus. On n'a pas pensé sur les 100 qu'on pourrait nous rappeler. Parce que rester dehors pendant près de 2 ans, c'est vraiment un sentiment de joie, une grande joie qui m'anime ce soir.
80 machinistes, entendez conducteurs d'autobus, reprennent du service à la Société des transports abidjanais Sotra. Ils sont issus des 674 déflatés pour raisons économiques. L'entreprise les rappelle, la croissance pointant, 2 ans après avoir frôlé la faillite. Maintenant que les activités reprennent, nous rappelons nos anciens collaborateurs pour venir reprendre leur place à la Sotra. La Sotra prévoit la réintégration ou l'embauche de près de 1000 autres machinistes d'ici la fin de l'année 2013. Même terme pour passer de 650 à 1000 autobus. L'entreprise de services publics transporte 650 000 passagers par jour sur son réseau urbain et lagunaire, avec un temps moyen d'attente de 5 à 10 minutes. L'objectif est de transporter 2 millions de passagers par jour à l'horizon 2016. Et c'était le reportage de Christelle Menin. La traque au taxi banalisé a commencé. C'est une décision du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport. L'opération a démarré ce matin dans le district d'Abidjan. La police a fait des saisies de véhicules n'ayant aucun titre de transport en commun. Les propriétaires des taxis banalisés sont donc invités à régulariser leur situation. Le reportage de Mamadou Kwasi. 7h30, ce mercredi 4 septembre, au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Rassemblement de différentes unités de la police nationale. Un seul message transmis aux éléments. La traque au taxi banalisé ainsi qu'au taxi compteur ne disposant pas de compteur. 10 minutes plus tard, le terrain est investi. Place maintenant aux supplications et justifications. Ils ont volé le compteur, j'ai la déclaration. Bon, moi comme c'est un peu difficile, donc je dis bon, j'ai roulé un peu, le temps de réunir un peu d'argent et puis acheter un nouveau compteur. Arrivé à la gare, il y a vu que les gens sont nombreux à la gare. Ils n'ont pas de véhicule pour les transporter. Donc c'est là comme moi je vais au plateau, j'ai pris des gens pour les déposer. Mais est-ce qu'ils ont payé? Si, en vérité ils ont payé. Bon, il y en a qui ont payé 800, 500, voilà. Mais la police est formelle. Mise en fourrière de tout véhicule ne disposant pas de documents et de matériel approprié au transport en commun. Cette opération va continuer indéfiniment jusqu'à ce qu'on mette un terme à leur activité, le transport illicite. Alors je leur demande de se mettre à jour. Il y a une seule chose à faire. Ou ils rentrent dans la catégorie des véhicules qui sont à jour et ils peuvent circuler tranquillement dans les différentes communes d'Abidjan ou carrément ils se retirent du transport. Si cette mesure vise à assainir le milieu du transport, elle ne s'applique sans désagrément. On a déjà payé nos transports, bon, on arrive ici, il se trouve que le camion a un problème de papier. Depuis le matin on est là, bon, nous sommes déjà en retard. On ne sait pas comment on va faire, mais on attend qu'une solution soit trouvée. Le président était du bien faire le travail, c'est normal. Mais il ne faut pas arrêter de faire, il ne faut pas donner le transport. Est-ce que vous allez donner le transport? En fait, moi, le problème, ce n'est pas question de transport. C'est une question de ils sont quittés à quelque part, ils vont à une destination. Ils ont quitté Yopougon pour le travail, non? Ils doivent arriver à destination. Ce n'est pas question de donner-moi mon transport. Ils ont été arrêtés sous prétexte que c'est débanalisé. D'habitude, je sors de la maison, je prends un Wara ici à 100 francs, je descends à la gare de Bassam, de là-bas, je prends un Wara de Vredi pour aller au port. Bon, aujourd'hui, depuis que je suis sorti là, ça fait 2 heures de temps, je suis arrêté là. Il n'y a pas de Wara pour m'envoyer à la gare. Pour cette première journée, ce sont plus de 100 policiers qui ont été mobilisés. Démarrés dans les communes de Treichville et du Plateau, l'opération va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Et la lutte contre la vente des médicaments de la rue menée par la direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale porte ses fruits. D'importantes quantités de cocaïne et de médicaments périmés ont été saisis sur des commerçants au marché d'Abobo. La direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale mène cette opération de contrôle depuis quelques jours pour mettre fin à ce phénomène. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était devant la presse ce matin pour faire le bilan de l'année académique des universités publiques de Côte d'Ivoire. Des actions sont en vue, notamment la construction de l'université de Mans en 2014 et l'équipement des salles de travaux dirigées dans les différentes universités. Le reportage de Francis Boifou. L'achèvement des travaux de réhabilitation et l'équipement des infrastructures universitaires, l'identification des étudiants, la sécurisation des documents, la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur, la mise en œuvre du système LMD, licence master doctorat, et l'instauration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les universités publiques. Autant d'éléments pour qualifier le bilan de l'année académique 2012-2013, de positif selon la directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais ce tableau reluisant que présente le professeur Edmé Mansilla à Boitier
contraste avec des dysfonctionnements, selon la directrice générale de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires. Nous avons noté que les étudiants formellement identifiés, exclus par arrêté, ont été réintégrés par le biais de FIP et s'inscrivent grâce à la complicité fautive de certains agents des universités. Il a été indiqué aux universités que les 1856 étudiants qui sont exclus par une décision d'arrêté, l'arrêté numéro 254, MES-RES, DGS, du 30 juillet 2012, sont censés n'avoir jamais pu s'inscrire et doivent être retirés des fichiers. Une enquête est d'ailleurs en cours pour situer les responsabilités. Répondant aux questions des journalistes sur le manque de matériel adéquat dans certaines salles de travaux dirigées TD, la tutelle s'est voulue rassurante. Toutes les dispositions ont été prises pour équiper les salles de TD en matériel adéquat de dernière génération. Des innovations sont également annoncées pour la prochaine année académique. Il est prévu en effet de faire fonctionner un groupe de communication qui comprendra une chaîne de télévision, une radio et une presse écrite, et qui sera animé par des étudiants, qui sera un puissant outil de communication mis au service de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En dehors de Campus Info, c'est également la redynamisation de toutes les activités culturelles et des activités socio-sportives et éducatives des étudiants. À cela s'ajoute l'extension des universités de Korogo et de Daloa, la construction et l'ouverture de l'université de Mans en 2014. Quant aux universités de Bondoukou et de San Pedro, la construction et l'ouverture sont annoncées pour 2015. Annoncé pour le 2 septembre, c'est finalement dans le mois d'octobre que la liste des premiers étudiants bénéficiaires des chambres dans les cités universitaires sera publiée. L'annonce est faite par la direction du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. On en sait plus avec Francis Boifo. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, le CROU, avait donné rendez-vous aux étudiants le 2 septembre dernier pour la publication de la liste des bénéficiaires des chambres en cité à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Malheureusement, j'ai constaté que c'est la liste des étudiants ayant obtenu la bourse qui a été affichée, non ceux qui devraient occuper les chambres universitaires. Il faut attendre en octobre prochain pour voir cette liste sortir des bureaux du CROU. La rentrée académique était prévue pour le 30 septembre et en fonction, n'est-ce pas, de cette rentrée, nous avons programmé, n'est-ce pas, l'admission des étudiants en résidence universitaire. L'ouverture des restaurants avait été programmée également en fonction de cette date du 30 septembre. Et ce n'est que le vendredi 30 août dernier que nous avons reçu une information selon laquelle la rentrée académique a été reportée au 15 octobre. Pour nous, à partir de ce moment, les opérations d'hébergement n'urgent plus. Et la liste sera publiée certainement dans la première semaine du mois d'octobre. Nous demandons aux étudiants de rester à l'écoute. 3 839 étudiants seront bénéficiaires des chambres en cité sur les 10 281 demandes. Avec la réhabilitation de la cité Mermoz, de la cité Château d'Eau, plus connue sous le nom de cité Rouge, et de la cité Riviera 2, notre parc d'hébergement va s'accroître de 2000 lits supplémentaires, ce qui va nous donner environ 6000 lits. Cette année, la chambre à double lit s'élève à 6 000 francs CFA contre 3 000 francs les années précédentes et 10 000 francs CFA pour la chambre individuelle contre 3 500 francs CFA par le passé. Et le loyer est payé en une seule traite. Dans le domaine agricole, après la réforme de la filière café-cacao, place à une autre réforme, celle des filières coton-anacad. Une rencontre des acteurs se tient demain à Yamoussoukro pour plancher sur le contenu de la réforme. On en parle avec Noël Niagno. L'anacad est un atout majeur de la Côte d'Ivoire, 450 000 tonnes en 2012, premier producteur africain. 90% de la production est exportée. Or, le produit fini coûte 20 à 40 fois plus cher que la noix brute. Défi, augmenter sensiblement le revenu des producteurs par l'amélioration taux de transformation, 5% actuellement. Améliorer aussi l'itinéraire technique à l'effet de produire mieux. Le coton, l'autre spéculation de la partie nord, centre de la Côte d'Ivoire. Ici aussi, on note une abélie au niveau de la production, 352 000 tonnes en 2012-2013. Mais l'équilibre financier du secteur n'est pas encore retrouvé malgré les multiples efforts de l'État depuis 1990. D'où la nécessité de réformer les deux filières
coton et anacarde pour le bonheur des producteurs et permettre aux autres acteurs de la filière d'optimiser leurs profits. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde puisse survivre. L'un des objectifs aussi de la réforme, c'est de faire en sorte que tous les acteurs puissent accepter de changer de mentalité, évoluer positivement. Si nous étions dans une situation où nous maximisions notre profit, ce qui veut dire que c'était au détriment d'un autre acteur, il faut accepter d'optimiser ses profits au lieu de chercher à le maximiser. Bien entendu, entre les deux, il y a un gap qu'il faut pouvoir partager avec les autres acteurs et c'est ce que nous appelons la solidarité dans la chaîne des valeurs. 72 heures durant, les producteurs, acheteurs, chercheurs, industriels et autres acteurs de deux filières vont se donner les moyens de rendre la réforme opérationnelle en levant tous les obstacles susceptibles de ralentir, voire freiner la mise en œuvre efficace de la réforme, donc valider les stratégies porteuses d'espoir pour tous. Les responsables du groupe Fraternité Matin font le bilan d'un de leurs produits, Fratmat Mobile, mis à la disposition des Ivoiriens depuis 2 ans et qui permet de s'informer via le téléphone cellulaire. Francis Boifo nous donne une idée de ce bilan. Fratmat Mobile est un service du groupe Fraternité Matin permettant aux abonnés de recevoir des alertes et de consulter l'actualité nationale et internationale via le téléphone portable. Les Ivoiriens ont soif d'informations. Ils ont soif de savoir ce qui se passe dans leur pays, mais dans le monde autour d'eux. Et donc nous avons imaginé ce produit-là, compte tenu de la grande pénétration du téléphone mobile. On s'est dit, on peut apporter l'information aux Ivoiriens par ce biais-là. Et ça marchait très vite. 2 ans après la mise en place du service, Venance Conan, le directeur général du groupe Fraternité Matin, dresse un bilan. Souvent quand il y a une grosse information, tout le monde se rue sur le Fratmat Mobile et ça crée un embouteillage. Donc ça c'est le problème qu'on a et quand ça crée l'embouteillage, ben, ça bloque. Bon, avec d'autres partenaires, on y travaille tous les jours pour améliorer. Il y a les difficultés liées à la collecte de l'information, ce n'est pas tous les jours qu'on a accès à l'information. Fratmat Mobile, c'est l'actualité par les rubriques. La politique internationale, l'économie, la société, le sport et la culture, l'emploi, l'opinion et les blagues. 2 ans après le lancement, le service Fratmat Mobile enregistre plus de 200 000 abonnés qui ont effectué 4 millions de consultations. La caravane du pardon et la repentance, initiée il y a 2 semaines par la coalition de la jeunesse pour la paix et la réconciliation, poursuit son chemin. Voyons la première étape de la tournée à Sekensi avec Léon Bro. Le président de la coalition de la jeunesse pour la paix et la réconciliation, CJPPR, en campagne pour le pardon et la repentance à Sekensi. Premier acte, visite aux chefs coutumiers et à des victimes de guerre. Objectif, demander pardon pour ses responsabilités dans la crise ivoirienne et inviter ses hôtes à suivre son exemple. Sur la place publique, lieu du rassemblement, c'est en tant que pro-Gbagbo que le président de la CJPPR s'est adressé aux populations. Zadi Guégué a indiqué que Laurent Gbagbo reste un homme de paix qui aspire depuis la haie à la réconciliation pour inviter ceux qui l'ont pour idole à renoncer à toute œuvre contraire. On dit, Laurent Gbagbo dit de ne pas aller à la paix. Laurent Gbagbo dit de ne pas aller à la réconciliation. C'est faux. Je préfère lutter. Je préfère faire tout. Je préfère être vendu. Je préfère traître. Et quand le jour, mon père Gbagbo Laurent va sortir, il va me dire, Zali Guégué, tu as fait quoi? Je dirai, père, voici le combat que j'ai mené. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé de paix. J'ai parlé de réconciliation. J'ai demandé à tout le monde d'aller à la paix. Zadi Guégué a également invité chacun à avouer ses crimes et à dénoncer les éventuels porteurs de projets de troubles encore en circulation, expliquant que la réconciliation doit être perçue par tous comme un processus irréversible. Après Sekensi, première des 27 localités à visiter, la caravane du pardon et de la repentance va se rendre à Lakota. Et c'est parti pour la 13e édition de Clap Ivoire. Le top départ a été donné hier par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Plusieurs films sont en compétition, dont La Petite Noura du réalisateur ivoirien Konan Kofi Sylvain, le reportage de Patricia Omouetia. Ça tourne. Les projecteurs sont braqués depuis hier sur l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. La 13e édition du concours de jeunes cinéastes africains est lancée. La Petite Noura, c'est l'histoire d'une petite fille
qui est dans un village, qui est déscolarisée. Elle rêve d'aller à l'école. Et à Abidjan, son rêve va devenir un cauchemar. C'est l'histoire d'un homme dont la femme ne peut faire l'amour tant qu'elle ne mange pas des omelettes. Le nombre de pays participants a connu une croissance, notamment le Libéria, le Togo, la Gambie. En dédiant l'année 2013 au cinéma, c'est le moment pour les acteurs du secteur de faire preuve de créativité. Dans nos pays, les écoles de cinéma n'existent plus. Le cinéma lui-même est pris de d'énormes difficultés. Les salles de cinéma ont été fermées, ont été transformées en autres lieux que des lieux de distribution du cinéma. Il faut donc former la relève. Plus de 15 films sont en compétition. Les projections des films vont se faire dans plusieurs endroits, notamment des salles de cinéma. Les séances sont ouvertes à tous les jeunes qui voudraient affiner leurs connaissances dans ce domaine. Est-ce une variation de position? En tout cas, la Russie se dit prête désormais à interrompre ses livraisons d'armes de défense anti-aérienne à la Syrie, mais à une condition, si des preuves convaincantes de l'utilisation d'armes chimiques sont apportées à l'ONU. En route pour Saint-Pétersbourg, où il doit participer jeudi et vendredi au sommet du G20, Barack Obama a effectué une escale de 24 heures à Stockholm. Déterminé à sanctionner le régime syrien pour usage d'armes chimiques, le président américain devrait au cours et en marge de ce forum international tenter de rallier le plus d'États possible à une coalition, comme il s'est efforcé ces derniers jours de convaincre élus et hauts responsables politiques américains de voter à partir du 9 septembre en faveur de sa stratégie. J'ai décidé que l'Amérique devait agir, mais je crois que nous serons bien plus efficaces et plus forts si nous agissons ensemble comme nation. En dépit d'une opinion américaine à 60% défavorable, les secrétaires d'État et à la Défense étaient chargés, eux, de clarifier devant le Sénat les objectifs d'une telle action. Nous ne voulons pas partir en guerre. Nous n'envisageons pas de partir en guerre au sens classique de prendre des troupes américaines et de les envoyer à la guerre. Le président a demandé aux autorités de mener une action limitée pour diminuer les capacités d'un tyran qui utilise des armes chimiques pour tuer son propre peuple. En marge du G20, Barack Obama rencontrera en tête-à-tête le président français François Hollande, seul partenaire déclaré jusque-là, ainsi que les dirigeants chinois et japonais, mais pas russes. À la veille de l'ouverture, Vladimir Poutine, principal allié de Damas, a ébauché un changement de cap. Il réclame toujours des preuves contre le régime syrien, mais n'exclut pas une action militaire sous couvert de l'ONU si elles étaient convaincantes. Et une offensive militaire en Syrie débattue aujourd'hui par le Parlement français, mais pas de vote à l'issue de ce débat. La France compte sur le soutien de l'Europe et de la Ligue arabe pour une intervention militaire contre le régime de Damas. L'opposition dont l'UMP s'oppose à cette intervention. Les deux alliés, la France et les États-Unis, seront demain au sommet du G20 en Russie. Et toujours sur le dossier syrien, on vient de l'apprendre aux États-Unis. La Commission des affaires étrangères du Sénat approuve le projet de frappe aérienne sur la Syrie. En Irak, une nouvelle attaque survenue dimanche au nord-est de Bagdad fait des dizaines de morts. Des experts de l'ONU sur place confirment avoir découvert 52 cadavres sur place, criblés de balles et les mains attachées dans le dos. Ils ont demandé aux autorités de Bagdad de mener une enquête impartiale et sans délai concernant cette tuerie. Ce rappel, avant de nous dire au revoir, il s'est tenu un conseil des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parmi les sujets évoqués, les déchets toxiques, le gouvernement ivoirien a décidé d'organiser un audit pour faire la lumière sur ce dossier des déchets toxiques. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention.